Nous entrons donc dans la séquence conclusive et de synthèse de notre travail sur violence et solidarité. Alors, la vie étant ce qu'elle est, certains cours ayant dû être annulés ou bidouillés, on n'a pas pu couvrir tout le champ que j'aurais voulu couvrir avec vous, mais néanmoins, j'ai regardé la somme des vidéos que j'ai mis à votre disposition, et il me semble qu'on a couvert quand même un peu de pays. C'est-à-dire qu'effectivement, on a quand même couvert une partie du spectre des choses qui pouvaient être intéressantes sur les rapports entre solidarité et violence. L'hypothèse fondamentale du cours, c'était que on ne peut réellement comprendre une violence qu'en comprenant la forme de solidarité qui la rend possible, qui l'informe, qui l'encadre. En d'autres termes, que on n'a jamais une compréhension complète d'une violence si on ne se pose pas la question de savoir à quoi elle sert, non pas à celui qui commet la violence, mais au système social, au système de solidarité dans lequel cette violence se déploie. Si vous regardez le cours introductif, je vous disais, voilà, ce lien entre violence et solidarité, on peut l'envisager à plusieurs niveaux d'intensité. On peut par exemple regarder simplement la variation concomitante. Est-ce que lorsque j'ai plus de solidarité mécanique, c'est-à-dire plus de sentiments d'identité, plus de sentiments d'appartenance, j'observe telle ou telle variation de la violence? Bon. Ça, c'est en quelque sorte un lien faible. Simplement des variations concomitantes, on n'est pas capable d'identifier des fonctions, une utilité de la violence. Chacun son tour. Je vous disais que par ailleurs, peut-être on pouvait considérer l'hypothèse d'un lien organique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas créer de solidarité sans une violence qui s'y accole, qui y corresponde, qui vienne la nourrir. Et ce lien, je vous proposais de l'étudier humblement, à partir vraiment de ce que je viens de dire, c'est-à-dire la compréhension du lien entre une violence et la solidarité qui l'inspire, qui l'encadre, qui la rend peut-être mieux compréhensible. Alors, vous voyez par rapport à la définition qu'on donnait de la culture dans la partie préliminaire du cours, cette notion de solidarité, elle est extrêmement intéressante. Parce que, dans le fond, on disait quoi? On disait, voilà, la culture, c'est ce qui est le produit à la fois et le ciment d'un groupe, ce qui va le délimiter, le fonder et en même temps être créé par lui. Et je vous disais, c'est ce qui produit une forme d'adhésivité. Parce que les gens tiennent les uns aux autres, se retrouvent regroupés, se retrouvent cohérents, se retrouvent, dans le fond, solidaires. Même si cette solidarité, évidemment, quand on l'aborde d'un point de vue durkheimien, elle peut avoir deux aspects très différents. L'interdépendance d'un côté, et au contraire, la fusion de l'autre. Interdépendance du côté de la solidarité organique, c'est-à-dire une différenciation de gens donc qui sont de plus en plus différenciés, mais de plus en plus interdépendants, donc de plus en plus solidaires. C'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus tous, chacun, la partie d'un tout, de plus en plus dépendants les uns des autres, et inversement, la solidarité, ça peut être le fait d'adhérer les uns aux autres
essentiellement parce qu'on se ressemble et que, pourquoi pas, parce qu'on se ressemble, on s'aime. Alors voilà, si on imagine que quand on fait société, quand on fait groupe, on se retrouve consciemment ou inconsciemment devant cette balance entre la fusion, l'identité, l'affection, et de l'autre, l'organisation, la différenciation. Quel rôle va jouer la violence dans ce positionnement? Quel effet va avoir la violence dans ce positionnement? C'était en quelque sorte la question du cours. Je voudrais revenir un court instant sur cette notion d'interdépendance et de dépendance. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point nous sommes dépendants les uns des autres? À quel point? Qu'est-ce que vous ne pourriez pas faire sans un système social performant? Je ne vous entends pas. D'accord, pour commencer, vous n'avez ni les connaissances ni les possibilités matérielles de vous alimenter, et vous auriez probablement du mal à vous alimenter en ramassant le produit d'une cueillette. Ce serait des pissenlits, des champignons. Attendez un instant, oui. À un niveau moins utile, parce que c'est pas dans les besoins premiers de vivre, mais par exemple, si vous partez en Pologne, on ne peut pas avoir cours. Et on ne peut pas D'accord. sur vous pour quelque chose. Alors je vous propose de généraliser. On ne peut, dans la plupart des cas, dans la quasi-totalité des cas en réalité, je vois guère que le poète pourrait être capable on ne peut pas travailler sans les autres. Parce qu'on a besoin du matériel pour travailler, par exemple, parce qu'on a besoin d'électricité, parce qu'on a besoin de connectivité informatique, parce qu'on a besoin que les locaux fonctionnent, etc., etc. Je pense que chacun cherche la survie de son côté, vous ne pouvez pas aller en cours tout court, chacun fait son petit truc de son côté. Oui. C'était plus par rapport au fait de considérer sa propre existence dans son... le fait qu'on ne peut pas se considérer soi-même si on ne considère pas les autres. Oui, enfin, vous êtes un peu de... Moi, j'aimais bien l'exemple de Mademoiselle au début, la chasse, là. Parce que ça c'est concret. Je veux dire, allons au plus simple. Vous ne pourriez pas, donc, manger, hein? Vous ne pourriez pas boire. Allez boire l'eau de la Seine, tiens, pour voir ce que ça donne. Non, mais... Effectivement, mais pour l'instant, ça n'est pas accessible. Ça changerait toute la vie de devoir faire ça. Ça serait assez problématique. Se déplacer, la plupart du temps, on se déplace avec... il faudrait changer complètement le mode de vie. Il faudrait, par exemple, vivre à côté de là où on travaille. Hein. Il faudrait changer les modes de communication, puisque sans le travail des autres, tous ces moyens techniques, faire un feu et communiquer par nuage de fumée ou avec un tam-tam, ça ne demande pas beaucoup d'autres, même s'il faut des autres avec qui connaissent les codes, mais enfin peu importe, ça on ne peut pas le faire rentrer dans l'interdépendance. Donc, manger, communiquer, travailler, se vêtir. Aucun d'entre vous ne sait faire manuellement les vêtements qu'il porte. Oui. Mais c'est très joli, mais vous me parlez là d'une organisation qui en réalité est complètement inindividuelle. C'est un système symbolique qui n'a rien à voir avec des individus qui fonctionnent comme tel. Je comprends pas. Si ça fonctionne, si je peux boire. Oui. C'est pas grâce aux autres, mais grâce à un système symbolique, je ne sais pas, mais qui fonctionne indépendamment des autres. Alors c'est exactement. Non. C'est exactement ce que définit la solidarité organique, c'est-à-dire une interdépendance qui n'implique absolument pas la reconnaissance de la personne qu'on a en face de soi. Ce sont des rapports, la plupart du temps, extrêmement objectifs. Ça ne crée pas d'appartenance, ça ne crée pas d'identité.
Évidemment que c'est des gens qui sont derrière tout ça. Et que ce sont des personnes qui produisent l'électricité, qui produisent les bâtiments, qui produisent les vêtements, qui produisent la nourriture, chacun d'ailleurs dépendant de l'ensemble du système, etc. Mais ce système d'interdépendance-là, vous pouvez l'appeler le grand autre si vous voulez, mais peu importe. En réalité, c'est un système qui permet à un ensemble de fonctionner sans passer par des processus de reconnaissance. Par exemple, vous n'avez absolument pas à connaître la personne qui a produit le pétrole ou l'uranium, qui a permis de produire cette électricité, ni même la personne qui a permis ce qu'on l'achemine, ni même la personne qui a conçu le néon, ni même personne en fait. Vous n'avez à connaître personne. Et ni à reconnaître personne, ni à tisser de liens de solidarité avec personne. Bon. Donc, je reprends simplement. Je pense, bien que ça puisse paraître un petit peu caricatural, que pour l'essentiel, nous ne pourrions assurer aucune des fonctions vitales élémentaires en dehors de ce système-là. Nous n'en sommes pas capables. Alors il y a des survivalistes qui essayent de réapprendre. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'applications. Comment faire pour vivre dans la nature si on est seul? Est-ce que je suis capable de revenir, etc. Bref, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'écart, par exemple, qui nous sépare d'une société traditionnelle dans laquelle la spécialisation est beaucoup moins importante et où, dans l'ensemble, un couple, homme-femme, sait faire la totalité des tâches réalisées par la tribu, à l'exception du chaman. C'est-à-dire où chacun sait tout faire, à l'exception du travail du religieux. Bon. C'est pas grave, hein, il ne faut pas que ça vous attriste. Hein. Non, mais c'est derrière vous, la demoiselle, elle a l'air très, très attristée. Ça va être derrière vous, mais c'est quand même un peu triste. J'ai l'impression que du coup, vraiment, on ne sait plus rien faire. Donc... On sait faire des choses formidables du moment qu'on tient ensemble. Mais il y a un moment donné où c'est difficile de tenir ensemble lorsque le type de solidarité déployé pour tenir ne repose pas sur l'affection, pas sur l'identité, pas sur la reconnaissance, pas sur le symbole. Alors, on va essayer ensuite de créer de l'attachement. C'est la notion même de marque. On va essayer de recréer des ralliements. Mais néanmoins, évidemment, ils sont relativement fragiles. Parce qu'ils ne reposent pas sur des vraies formes d'identité. Même si l'identité, dès lors qu'elle se déploie, crée effectivement de l'attachement. Bon. Alors, mon impression générale, en commençant le cours, c'est que, de manière générique, la violence sert à quoi? La violence sert, la fonction de la violence, c'est de rééquilibrer les deux types de solidarité en faisant réintervenir de la solidarité mécanique. La violence est à la fois pour moi le produit d'une pulsion qui vise la solidarité mécanique, c'est-à-dire l'identité, la purification vers une identité, mais aussi un moyen que va utiliser la société très organisée, très différenciée, pour assurer sa cohésion. Je discutais avec quelqu'un qui se sent proche, idéologiquement, des Black Blocs, tout ça, là, des Totos, de ces gens qui, lors des manifestations, vont s'habiller en noir, en fait se déguiser en CRS et aller jouer au CRS avec les CRS. Et je lui disais, ça serait marrant, on devrait organiser des matchs dans des stades où il y aurait flics contre Black Bloc. Et alors à la fin, il y aurait un score et tout ça, et ça serait sympa, ça serait une guerre rituelle comme le Tinku. Et voilà, comme ça, au moins ça ne décrédibiliserait pas les mouvements sociaux. Bon, ça serait un moyen de circonscrire, ce qui me disait, ouais, mais quand même c'est vachement sympa, l'émotion, le fait de se lier les uns aux autres. Lui, il ne voyait qu'une partie de l'action. Lorsque des groupes se sentent pris dans le feu de l'action, que ce soit des émeutiers ou des gens, au contraire, qui de manière beaucoup plus organisée vont
s'en prendre au mobilier urbain et aux forces de l'ordre, moi je vois deux rapprochements. Un rapprochement entre les émeutiers, ou les personnes révoltées, etc., ou les personnes qui font de la... je sais pas, cette espèce de sport de provocation de l'ordre public, mais surtout ce que je vois, c'est le mimétisme, c'est le fait qu'ils commencent à se ressembler, à être exactement les mêmes, à avoir des codes qui correspondent parfaitement entre eux, de telle sorte que l'action des uns n'est justifiée que par la présence des autres. C'est-à-dire que ça devient le même groupe. Les gens qui jouent de temps en temps à faire... on ne peut pas appeler ça de la guérilla urbaine, c'est beaucoup trop gros, à faire des troubles à l'ordre public. Je vous vois froncer les sourcils. Qu'est-ce qui vous fait froncer les sourcils? Ah, vous n'avez pas compris. Ce que je vous dis, c'est que quand on voit par exemple des black blocs qui traditionnellement, lors d'événements, de G20, de trucs écolos, de sommets pour l'écologie, tout ça, de sommets pour la finance mondiale, se rassemblent et vont affronter les forces de l'ordre. Alors je dis, d'une part, il y a effectivement un sentiment de solidarité mécanique entre eux, parce qu'ils se rassemblent, ils communient en quelque sorte dans la solidarité des corps. C'est très puissant. Mais je vous dis, il y a une deuxième solidarité mécanique qui s'exprime avec les forces de l'ordre, à qui ils ressemblent comme un seul homme, comme des gouttes d'eau, et qui déploient à tel point leur ressemblance que l'action des uns justifie l'action des autres, et l'action des autres justifie l'action des uns. On se déguise pas avec le machin, tout ça, s'il n'y a pas de CRS en face, et on jette pas des choses sur les CRS en face si les CRS ne sont pas là. Mais réciproquement, les CRS justifient leur action et leur mode d'action et le niveau de leur mode d'action que si et seulement si ils ont ces forces-là face à elles. Et les codes sont très forts, il y a des choses qu'on fait, des choses qu'on ne fait pas. Par exemple, je disais, il y a une chose qui n'a jamais été faite et qui pourtant serait très 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 drôle, c'est que les Black Blocs qui viennent, au lieu de venir déguisés en Black Bloc, mais pas exactement en CRS, viennent déguisés en CRS. Alors ça serait drôle. Vous imaginez un groupe de 300 CRS qui se retrouvent face à 300 CRS, et alors là, qui est qui? Ah, ça ne demanderait pas grand-chose. Faudrait remplacer, mais ils le font déjà, hein, le cocktail Molotov qu'ils n'utilisent quasiment jamais par des bombes lacrymo. Ben voilà, là on aura... Et puis, il faudrait mettre des écussons aussi. Oui. Mais il y a aussi déjà justement, inversement, des policiers qui se déguisent mais évidemment, en casseurs, évidemment. pour valider du coup certaines activités, pour pousser du coup le reste du groupe à faire... Moi je vais être très vilain en tant qu'anthropologue, je me moque de savoir s'il y a des agitateurs, des provocateurs qui sont payés, des indiques qui sont payés par la police pour faire de l'agitation, pour déclencher... En fait, on se moque du pour. Ce qui est le plus intéressant de mon point de vue, c'est ce qui est produit, c'est-à-dire cette espèce de formation d'un groupe homogène que personne d'autre ne comprendrait que ceux qui sont à l'intérieur. Ils s'appartiennent les uns aux autres, littéralement. Bon. Oui. Et du coup, pour la solidarité organique, c'est en gros les individus ils font groupe parce qu'ils se complètent, mais pour la solidarité mécanique, ils se ressembleraient, mais alors pourquoi du coup ils resteraient ensemble? Est-ce que c'est juste ce côté... Regardez bien. On est une société très régulée, avec des statuts très différents. Il y a un ordre. Cet ordre valide la différenciation des statuts, la différenciation de la répartition la répartition des biens, le mode de régulation des conflits, etc. Ce principe d'administration des choses a une fonction policière qui, normalement, devrait se limiter, par sa simple présence, à faire respecter l'ordre. Quel que soit l'ordre, hein, que ce soit un ordre totalitaire, un ordre fasciste, un ordre très harmonieux, peu importe. On fait respecter l'ordre. Ça marche pas. Il y a de la résistance. C'est-à-dire que l'ordre n'est pas assez aimable pour que chaque partie du tout, chaque différente fonction, chaque position intègre cet ordre et l'accepte. Donc, on va devoir créer des zones de renégociation.
dans ces zones de renégociation, finalement, très très basiquement, très concrètement, qu'est-ce qui se passe? Ben, on redevient des corps humains en train de se frotter. On se met à égalité. Force contre force. Alors, c'est pas la même force, évidemment. Enfin, ça dépend des fois. Hein. Des fois, il y a des rébellions qui gagnent. Et, à la rigueur, je vais vous dire, quand il y a une foule de 5 millions de personnes qui avancent sur 2000 CRS, si ce sont les CRS qui ont effectivement de leur côté la force, c'est exclusivement parce que la foule de 5 millions a décidé qu'il en était ainsi. Et qu'elle a intégré que la négociation se faisait marginalement, dans un mode de régulation des conflits qui passe par soit la manifestation, ça c'est un mode, soit un certain type de friction, de fréquentation dans lequel il y a un puissant effort de mimétisme. Mais le mimétisme, il est presque anecdotique. Ce qui est le plus intéressant, c'est que quand on en est réduit à la force, on en est réduit à quelque chose de pré-social. Alors évidemment, la société va faire qu'on a différents types d'armements, différents types de pratiques, etc. Mais on est fondamentalement, quand on est force contre force, réduit à quelque chose de pré-social, c'est-à-dire humain. Ben oui. Avec 2 bras, 2 jambes, puis un certain niveau de force, une certaine... Voilà. Et donc, c'est ça qui se joue, là. On revient à quelque chose d'un peu primitif pour résoudre les problèmes. Bon. Alors c'était mon hypothèse de départ, cette idée que, dans le fond, l'usage de la force, c'est toujours, et pour même l'usage de la violence policière, c'est toujours la marque d'un double échec, c'est-à-dire l'échec de l'ordre pour se faire respecter, c'est-à-dire que l'ordre il souffre d'un déficit d'intégration, et puis par ailleurs, un échec de la police, de ne pas se faire respecter comme pur principe administratif, mais devoir basculer dans une violence légale, illégale normale, c'est-à-dire régulière, ou dans la bavure, c'est-à-dire l'illégalité anormale. Alors, à travers les différents cas qu'on a pu voir, et on va les repasser en revue maintenant, on s'est aperçu que ce lien n'était pas si évident. En d'autres termes, que la violence n'est pas toujours un moyen de rétablir un peu de solidarité mécanique dans un ensemble trop différencié ou qui souffre d'un certain niveau d'intégration. Alors, pour rappel, au premier cours, ce que je m'étais amusé à faire, c'était à reprendre un certain nombre de mythologies. On avait parlé d'Abel et Caïn, on avait parlé du Shahnameh, on avait parlé de Zeus, on avait parlé de l'Apocalypse. Toutes ces mythologies qui mettent en scène, dans l'ère pré-sociale et dans l'ère post-sociale, un grand moment de violence, un grand moment de déchaînement, qui va aboutir soit à l'érection du monde social, hein, suite à la grande bataille, on dispose les choses, soit à l'effondrement du monde social. En quelque sorte, là, la violence sert à séparer, à unifier, bref, à délimiter les groupes qui vont devenir les groupes normaux du fonctionnement social normal. On était ensuite passé, lors du deuxième cours, sur la violence sacrificielle. Bon, à chaque fois, quand je parle de violence, mais ça, j'ai pas besoin de le redéfinir quand même, c'est l'usage de la force pour atteindre l'intégrité physique et psychique de l'individu, psychique notamment par le biais de la menace. Donc c'est la mise en cause par l'usage de la force de l'intégrité physique et psychique d'un individu. Alors la violence sacrificielle, qu'on sacrifie un humain, un animal, ou même à la fin, des céréales, ou n'importe quoi, n'importe quelle valeur.
Alors, on avait vu que... Alors, on avait étudié la théorie de René Girard sur la violence comme produit inévitable d'une espèce de pulsion mimétique dans le désir, c'est-à-dire comme on désire le même objet, alors on est amené à se détruire, le désir et le sacrifice étant comme une espèce de précaution qu'on place dans tous les endroits où il y a un risque, c'est-à-dire par exemple le mariage, c'est-à-dire la frontière, c'est-à-dire le sommet qui permettrait d'être un lieu de maîtrise, bon bref. On avait à la fois exploré et remarqué les limites de ce genre de théorie. Alors, juste pour rappel, le moment du sacrifice apparaît assez clairement comme un usage de la violence pour réactualiser les différences entre deux ordres ou plusieurs ordres, deux ordres comme par exemple l'ordre divin et l'ordre humain, plusieurs ordres, c'est-à-dire par exemple l'ordre divin, l'ordre des prêtres, l'ordre du pouvoir et l'ordre des autres humains. Et en même temps, un moyen de partager, en partageant la chair de l'animal ou de l'être humain sacrifié, ou en partageant la culpabilité, un moyen de renforcer l'intégration. Donc on a quelque chose qui a une double fonction, à la fois qui sépare et qui maintient ensemble. Cet usage de la violence à des fins sociales et qui participe vraiment d'une intégration au sens littéral du terme. On mange ce qui a été sacrifié, on met en soi. Elle me semble à la fois être capable de séparer l'ordre divin de l'ordre humain, mais aussi de renforcer l'intégration à l'intérieur des groupes et entre ces deux groupes. Pourquoi ? D'abord parce que le sacrifice, dans les exemples qu'on a vus, célèbre la correspondance, le parallélisme, si vous voulez, ou l'analogie qu'on peut faire entre l'ordre humain et l'ordre divin. Ils sont nés en même temps. Et de la même manière, de même que Zeus est le roi de l'Olympe, de même le roi peut être le roi de la cité. Voilà. C'est-à-dire que on célèbre en quelque sorte un rapport d'analogie, c'est-à-dire de communauté de rapport. Et par ailleurs, on fait quelque chose ensemble. On célèbre les séparations, mais néanmoins, au lieu du sacrifice, on fait quelque chose ensemble. Alors il y a évidemment des fonctions assez proches de ce qu'identifie René Girard, par exemple. Moi je suis tout à fait prêt à admettre qu'on place des sacrifices, c'est-à-dire on place des lieux de rappel de l'ordonnancement des choses dans des moments dangereux, dans des moments où le groupe est susceptible de se diviser. Par exemple le mariage, par exemple le commerce, par exemple la guerre, oui. Mais du coup, un sacrifice qui a renoncé au sacrifice animal et qui remplace l'animal par des offrandes de la nourriture. Oui. Du coup, on peut toujours considérer ça comme une violence. Alors, on peut avoir une théorie de la sublimation, c'est-à-dire dire, dans le fond, une société peut utiliser la violence directement ou la sublimer complètement, c'est-à-dire que c'est toujours de la violence ou le rappel ou la mémoire de la violence. Pourquoi pas ? C'est difficile parce que quand on cesse d'utiliser le corps de l'autre, par exemple, quand on cesse d'être sanglant, ça change quand même l'influence sur la solidarité. Alors,
Il y a des théories, par exemple la théorie orphique. Les orphiques, c'est une secte grecque qui pensait que le corps de Dionysos avait été démembré et qu'il fallait manger des graines pour recomposer en nous le corps de Dionysos au lieu de manger de la viande, ce qui constituait au contraire le déchirement du corps de Dionysos. Alors là, vous voyez, par exemple, c'est une théorie de la sublimation, mais qui néanmoins garde l'idée de la violence. Prenons l'idée du duel. En France, très longtemps, le duel était un duel à mort. Quand on convoquait quelqu'un en duel, on le tuait, ou il nous tuait, ou on se tuait les deux, ce qui arrivait relativement souvent. Bon. Puis ensuite, on a installé une théorie qui était le premier sang. C'est-à-dire qu'on arrêtait au premier sang. Donc on cherchait plutôt à infliger une blessure minime, mais rapide, ce qui permettait d'arrêter le duel et de l'emporter au premier sang. Alors dans quoi ça s'est transformé? Est-ce qu'aujourd'hui on a une forme de duel? Je sais pas. J'en vois pas vraiment. Si quelqu'un vous inflige à votre honneur une insulte insupportable, qu'allez-vous faire? Pourquoi pas? Les batailles en tribunal, c'est comme une sorte de duel. Pourquoi pas? Sauf que, alors là, il y a beaucoup d'intermédiaires. Ça ne remplace pas, puisque les procès existaient aussi auparavant. C'est difficile d'attaquer quelqu'un pour une atteinte à son honneur, pour une atteinte à son crédit, pourquoi pas, pour un mensonge, pourquoi pas, mais pour simplement une insulte, c'est difficile. Enfin, ça demeure, pourquoi pas. Mais néanmoins, vous voyez bien que l'impact sur la solidarité n'est pas le même. Si, pour le dire autrement, eux autres, je ne peux pas dire nous autres parce que moi ça m'aurait paru ridicule, mais eux autres, les hommes qui sont capables pour défendre leur honneur de tuer n'importe qui y attenterait, la violence, c'est un moment où vous voyez, enfin, cette possibilité de la violence crée une intégration pas possible. C'est-à-dire que d'un seul coup, ceux pour qui l'honneur vaut la vie, irrémédiablement, forment un groupe. C'est-à-dire que vous voyez la violence comme un truc qui sépare, mais non, c'est un truc qui crée un groupe extrêmement fort, d'ennemis, certes, potentiels, mais de semblables. Donc, j'y reviens, les pratiques évoluent, effectivement, non sans avoir un impact sur la fonction qui est assumée par la chose. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment, en fait, penser par continuum. Je pense que les choses se déplacent plus discrètement et de manière plus complexe. Voilà. D'autres questions? Non? Tant mieux. Alors, donc on dit donc, le sacrifice, c'est donc un moment donné où effectivement, sans retourner à un état primitif, on renforce à la fois, c'est un modèle d'équilibre, on renforce à la fois la solidarité mécanique et la solidarité organique, puisque on valorise, on justifie, on met en scène la séparation des rôles, la séparation des ordres, mais en même temps, on fait vivre leur mimétisme et on pratique une forme d'intégration de la règle en la mangeant, en partageant la culpabilité, en partageant la chair, en partageant, en fait, tout simplement le symbole. On bouffe du symbole ensemble. Alors, le cours suivant a été consacré à la guerre traditionnelle. Et on s'est rendu compte que la guerre traditionnelle avait littéralement exactement la même fonction dans les rapports de solidarité. Alors, outre l'espèce d'étonnement qu'on peut avoir dans l'examen d'un fait social aussi étrange qu'est la perte de vie organisée de manière rituelle, dans le cadre d'une bataille dont le résultat, la plupart du temps, est défini. Vous vous souvenez pas? Vous n'étiez pas là? Le Tinku,
dans l'ère andine, on a vu que, exactement de la même manière, donc deux groupes, par exemple le haut du village et le bas du village, se rassemblent rituellement pour organiser des batailles rituelles qui doivent produire des morts. On en a trouvé, par exemple, non, j'y viendrai après, ce qui permet à la fois de maintenir la différence, mais aussi d'organiser des mariages, de justifier des inégalités, notamment parce qu'ils ont un aspect propitiatoire et qu'on se dit que c'est le résultat de la bataille. Et si on a versé assez de sang qui va donner ou non une bonne récolte, etc. Mais on se rend compte aussi que non seulement on renforce l'intégration à l'intérieur des groupes, mais encore, ce sont des groupes qui échangent des femmes, des hommes. Alors là, c'était poussé jusqu'à loin, puisque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait des pratiques de viol organisées. C'est-à-dire qu'on va au Tinku en sachant très bien qu'on peut se faire violer. Ce qui... Oui. Oui. Tout le monde était au courant de ce qui allait se passer ou c'était juste Alors, les seuls lieux dans la lecture de l'article « Sanglante et fertile frontière à propos des batailles rituelles andines de Madame Molinier-Fioravanti », les seules choses que je peux avoir par rapport à ça, c'est que lorsque le Tinku était organisé à proximité du palais, à proximité de l'empereur, alors effectivement il pouvait y avoir une différenciation puisque c'est lui qui pouvait décider de l'issue de la bataille. Bon. En revanche, quand je vous parle de ritualisation de la bataille, ça veut dire que d'une année sur l'autre, de décennie en décennie, c'est toujours le même résultat de la bataille. Voilà. Donc effectivement, tout le monde est prévenu. Et néanmoins, il faut abondamment verser son sang. Alors pour revenir à la forme dont vous parliez vous, on avait vu que dans les îles du Frioul, il y avait des batailles entre porteurs de sorgho et porteurs de fenouil. Voilà. Donc effectivement, on va retrouver une structure, c'est-à-dire grâce à la violence, obtenir de la fécondité pour les femmes et de la fertilité pour la terre. Tout à fait. Mais en même temps, vous n'allez pas tuer quelqu'un à coups de fenouil. Ça, je ne sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble un fenouil, même très mûr, surtout pas, même pas mûr, pardon. On ne tue pas quelqu'un à coups de fenouil. Bon. Néanmoins, la signification et la production d'intégration me paraît beaucoup moins forte dans un cas que dans l'autre. Pour une raison très simple, par exemple. Il n'y a aucune raison pour la police d'arrêter ça. À aucun moment on ne nuit à la sécurité des personnes et des biens. Alors que dans le cas du Tinku, on nuit très clairement à la sécurité des personnes, on les détruit. Donc, on met en branle tout le système social, l'organisation du mariage, l'organisation de la reproduction, enfin c'est un beaucoup plus grand nombre de fonctions sont engagées à l'intérieur de cela. Et par ailleurs, en utilisant le fenouil et le sorgho, on ne renvoie pas à un passé mythologique, on ne renouvelle pas l'espèce de pacte premier qui justifie l'ordre. Donc il me semble que, même si c'est une trace, peut-être, de rituels similaires, ou de sacrifices, ou de carnaval, c'est-à-dire de moments où on suspend l'ordre pour rétablir l'ordre par la suite, il s'agisse exactement de la même chose. Ça ressemble beaucoup plus à la tradition du captif roi qu'on avait étudié chez les Agnis en Côte d'Ivoire à travers le bouquin de Georges Ballandier, Anthropologie politique. Dans cette société-là, alors là c'est un autre type de rituel, et qui ressemble au carnaval et qui ressemble au fenouil et au sorgho dans les îles du Frioul, c'est une suspension temporaire de l'ordre. Entre deux règnes, dans l'interrègne, on suspend l'ordre, on place un captif roi à la tête de l'État, enfin de l'État, de la structure politique. Pendant ce temps-là, lui, il fait n'importe quoi, il gaspille tout l'argent, il boit, il touche à toutes les femmes, enfin bref, il fait n'importe quoi. Et puis on le tue, on le massacre et on restaure l'ordre. Et ce faisant, on revit le premier temps qui justifie cette royauté. Bon. Et vous voyez comment je fais le chemin? Ça me fait penser au carnaval, qui est un moment de suspension des normes. Puis, au sorgho et au fenouil.
Et regardez bien, il s'agit en réalité d'un surplus de normes. À aucun moment un carnaval c'est du désordre. À aucun moment la bataille du fenouil contre le sorgho c'est du désordre. Pourquoi ? Parce qu'à aucun moment on autorise de remplacer le sorgho par une bêche, et à aucun moment on autorise à remplacer au carnaval... bon, vous avez le droit de toucher les seins de la grosse lelotte si en fait il s'appelle Roger. Mais si vous commencez à faire des attouchements sexuels à quelqu'un qui n'en a pas envie, ça fait ce qui s'est passé à Cologne. C'est un énorme dysfonctionnement. Ça n'a pas marché de la même manière à Halloween. Si vous avez quelqu'un qui met des rasoirs dans des bonbons ou dans des pommes, c'est pour faire vraiment peur. C'est un dysfonctionnement. Donc en d'autres termes, l'organisation rituelle du désordre, en fait, c'est un surplus de symboles, un surplus de normes, un surplus de social. En tout cas, c'est au moins un plus de. Alors, avec la violence guerrière, on a des fonctions qui sont plus séparées. C'est-à-dire, la violence guerrière relève socialement très clairement de la solidarité organique et peut produire dans une certaine mesure limitée de la solidarité mécanique. La violence guerrière relève essentiellement de la solidarité organique. Pourquoi ? Alors je vous rappelle que là-dessus on avait vu Gaston Boutoul, fonction sociologique de la guerre, et des théories relativement contestables, et que nous ne nous étions pas privés de contester, sur la fonction sociale de la guerre comme double respiration démographique et respiration économique. Bon, je reviens pas là-dessus. Allez voir les deux, vous avez 2 vidéos sur la guerre. Alors quand même, c'est bien. Alors, elle relève essentiellement de la solidarité organique. Pourquoi ? D'abord parce que c'est une spécialisation. Tout le monde ne meurt pas à la guerre, sinon on parlera de guerre civile. La guerre, c'est l'affrontement entre des corps spécialisés de soldats, ou de mercenaires, peu importe, ou de membres de la tribu qui ont ces fonctions-là, ou au moins des hommes, ou des jeunes hommes. Donc c'est d'abord une spécialisation. Ça n'est pas quelque chose que tout le monde fait. Si c'est la guerre de tous contre tous, alors on parlera de guerre civile. Et deuxièmement, quand on parle aujourd'hui de guerre, pour ne pas parler de guerre civile, on parle de guerre encadrée par un droit de la guerre. Droit qui intègre ou non des dégâts collatéraux. En un sens, on pourrait dire que pour la communauté internationale, la reconnaissance de ce droit de guerre est, au-delà des moyens utilisés, ce qui distingue une action militaire d'une action terroriste. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement à cause des moyens qui sont utilisés. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, se faire exploser soi-même dans un attentat kamikaze, même si les kamikazes japonais, c'était des militaires, même si le moyen utilisé permet de caractériser un terroriste, lorsqu'on dit les terroristes utilisent des armes de guerre, c'est bien qu'ils utilisent des moyens de guerre. Ce qui les distingue, fondamentalement, alors qu'est-ce que c'est ? C'est le fait qu'ils touchent des civils ? Non, c'est le fait que dans le cadre d'un droit de la guerre, on ne doit pas viser volontairement des civils, mais ne tuer des civils que dans le cadre de dommages collatéraux. On ne dira pas de l'armée française ou de l'armée américaine qu'elle est terroriste parce qu'elle a tué des civils, parce qu'elle ne l'a pas fait volontairement. Bon. Donc spécialisation des soldats, spécialisation des cibles, production d'un droit de la guerre, on est très clairement dans une perspective de solidarité organique. Par ailleurs, de la même manière que les fonctions policières assument le maintien de l'ordre intérieur, la fonction militaire assure la fonction de l'ordre, du maintien de l'ordre, pardonnez-moi, à l'extérieur.
que ce soit le respect des frontières ou la construction ou l'acquisition de nouvelles frontières, il s'agit bien de réguler l'ordre extérieur. Bon. Ben, vous grattez pas le bras comme ça, j'ai l'impression que vous levez la main. Voilà, là c'est mieux. À quelle occasion la guerre peut-elle être l'origine d'un renforcement de la solidarité mécanique ? Eh bien, je dirais, tout simplement, je crois que c'est vraiment la bonne formule, à des fins de mobilisation. À des fins de mobilisation ou comme effet de la mobilisation. Pour mobiliser un peuple, ou pour mobiliser une armée, il faut identifier un ennemi et justifier le caractère radical de l'opposition à l'ennemi, puisque cette opposition justifie de détruire l'ennemi. Mais dans le cadre d'un droit de la guerre, c'est-à-dire limitant l'ennemi à la partie armée adverse. Enfin, quand on a fait des bombardements en spirale de la ville de Dresde pendant la Seconde Guerre mondiale, bon. Bref, c'est toujours un peu plus compliqué que ça. Mais dans les grands traits, c'est de ça dont il s'agit. Il faut mobiliser contre un autre absolu qui définit évidemment en négatif un soi, un nous, si vous préférez. Et dans le cadre de ce nous, la mobilisation va demander ou produire une intégration des femmes et des enfants, et des personnes âgées, et des non-militaires, à l'effort de guerre. Ainsi, les enfants seront vus comme des futurs enfants de troupe, comme des futurs soldats, qui doivent être formés ainsi. Ainsi, les femmes seront vues comme des productrices, ou alors des soldats, si on est dans une armée qui intègre des femmes, comme productrices donc, d'enfants, et puis par ailleurs, comme participants à l'effort de guerre dans les usines. Vous savez, c'est la fameuse image « we can do it », tout ça, qui n'est pas un manifeste féministe, mais qui est un manifeste de mobilisation des femmes dans l'effort de guerre. Donc à travers la motivation de la guerre et la mobilisation des forces sociales pour la guerre, on peut produire un effet d'intégration. La Seconde Guerre mondiale a eu, par exemple, en Russie, un puissant effet intégrateur autour de l'idée du sacrifice commun. Quand cette intégration n'a pas lieu, le soldat se sent mal. C'est le malaise, par exemple, des soldats américains, des vétérans du Vietnam, qui rentrent dans une société qui leur dit « mais on voulait pas cette guerre, quoi. On vous aime pas ». Et donc il y a cette idée qu'on a fait un sacrifice de la part, on a fait un sacrifice de soi et d'un groupe qui sont devenus très proches, quoi, ceux avec qui on a été au front, au nom d'une part de soi qui est l'idéal commun, dont on se rend compte qu'en fait il n'est pas partagé, il n'existe pas, il n'a pas de cause. Bon. Mais donc, moi je vous propose de voir la violence guerrière essentiellement comme un effort pour atteindre des buts de régulation et qui participe essentiellement de la solidarité organique. Même si un des effets collatéraux ou des besoins de l'organisation militaire consiste en une certaine forme d'intégration. Bêtement, une armée c'est un système complexe dans lequel il est absolument crucial que chacun reste à sa place et respecte le statut, le grade, la hiérarchie. Donc on est vraiment dans un système social, dans un système de différenciation. Si l'adjudant commence à donner des ordres au lieutenant, ça ne marche plus. Plus rien ne marche. Bon.
J'espère que adjudant, c'est en dessous de lieutenant, sinon ma phrase marche pas. Mais je crois que oui. Vous savez pas? En fait, il n'y a qu'un seul garçon dans cette classe. C'est marrant. Ouais. Ils sont vilains. Hein? Je sais pas si on peut parler de ça. J'ouvre une petite parenthèse. Dans 2 assemblées générales ici auxquelles j'ai participé, j'ai entendu des demandes de femmes pour faire des assemblées générales féminines. Et j'étais très étonné. D'abord parce que on est dans une fac de sciences humaines, il y a quasiment plus de filles que de garçons. Et deuxièmement, parce que les arguments avancés me paraissaient terrifiants, consistant à dire pour les femmes, c'est plus difficile de prendre la parole, on est timide, et puis les garçons sont plus engagés dans les mouvements militants, et donc on a moins accès à la parole. Oui, mais là, qu'est-ce qui va se passer? Regardez bien. Une assemblée de femmes va envoyer un représentant ou des représentants à l'assemblée mixte. Le modèle n'est pas des assemblées d'hommes et des assemblées de garçons vont envoyer des représentants à une assemblée mixte. Donc on crée un rapport asymétrique et à mon sens inégalitaire. Certains auront besoin de parler avant de parler, tandis que d'autres pourront s'exprimer. Et alors ça m'étonne d'autant plus à Tolbiac, qui est un milieu très intégré et dans lequel il ne m'avait pas sauté aux yeux que les femmes faisaient l'objet d'un traitement particulièrement inégalitaire. Alors, on peut noter à certains faits sociaux que certaines minorités font peut-être effectivement l'objet d'un traitement peu favorable. Par exemple, je n'ai jamais vu de couple homosexuel à Tolbiac. Jamais, en 10 ans. Vu le nombre d'étudiants à Tolbiac, non mais il y en a, c'est ça le pire, je le sais, mais on ne les voit pas. Ils ne se tiennent pas la main, ils ne s'embrassent pas, rien. Bon. De là, moi, je peux simplement faire l'hypothèse que dans le mode de socialisation qu'il y a à Tolbiac, ce type d'action, ce type de fait, ce type de représentation, de pratique, etc., n'est qu'à moitié le bienvenu. Alors, en même temps, on ne voit pas de chasse aux homosexuels, mais en même temps, on n'en voit pas. C'est frappant parce que dans d'autres lycées, dans d'autres universités, on en voit. Or, sur une population... Alors, qu'est-ce que c'est? Peut-être qu'il y a une sélection... mais non, parce qu'il y a des couples homosexuels à Tolbiac. Ça, c'est un vrai. Mais avec les femmes, j'ai jamais vu sur aucun sujet, alors que, je sais pas, ni sur la mini-jupe, ni sur le voile. Oh, il y a eu un débat entre Esther Benbassa et une femme iranienne splendide. Regardez-le, Esther Benbassa dit que des bêtises. C'est effrayant. Et il y a un discours de défense des femmes qui est magnifique, tenu par l'autre. Oui, quoi? Mais peut-être que les couples homosexuels s'exposent simplement moins. Pourquoi? Se mettent moins en scène. Pourquoi? Parce qu'ils ont une relation moins superficielle, j'en sais. Non, ce que je vous dis, c'est que là où dans d'autres établissements, on voit ces couples s'afficher, pourquoi à Tolbiac ils ne le font pas? Parce que, je sais pas, vous voyez ça comme un manque? Non, je vois simplement une différence en tant qu'anthropologue. Je vois une différence de pratique. Point. On pourrait, il y en a plein d'autres. Hein. Par exemple, il y a probablement entre 4 et 8% des étudiantes à Tolbiac qui se prostituent. Il y a des universités ou des lycées dans lesquels ça se voit. Ici, ça ne se voit pas. Il y a des tas comme ça de différences de mœurs, de rapports hommes-femmes, alors, les causes peuvent être diverses. Peut-être il y a un peu d'homophobie à Tolbiac. Par exemple, un jour, j'ai organisé un cours là-dessus. Ce qui est remonté était très, très, très effrayant. J'ai tout entendu, hein, que c'était une maladie, que c'était génétique, que ça mettait en danger la famille, enfin des arguments aussi bien réactionnaires que réactionnaires de toutes les religions possibles qui se sont exprimés de la Kaira la plus à l'aise quand elle disait ça, la petite bourgeoise, bon chic, bon genre. On ne soupçonne pas la façon dont se composent comme ça les relations. Et c'est ça qui est intéressant en anthropologie, voyez-vous. Mais ça peut être aussi pour d'autres raisons. Peut-être qu'à Tolbiac, de manière générale, les couples ne s'affichent pas. C'est aussi un peu vrai. Pourquoi? Ça mériterait une enquête. Oui. Mais hier, on a discuté avec une des personnes qui organise cet ingénierie, parce que justement, on a un peu comprendre.
Et apparemment, en fait, ce serait dans le comité de mobilisation, je crois, dans le parti corps de NPA. Ils se sont rendus compte dans une réunion que de filles, que des filles qui parlaient jamais, prenaient la parole, et il y avait plein de choses utiles à dire. C'était pas du tout exclusif, ça permettait juste à des personnes de prendre l'habitude de prendre la parole. Ah oui, je comprends bien, mais par exemple, on pourrait le faire avec des mecs. Oui. Par exemple, moi, dans des réunions de parti, que je vous dirai pas lequel c'était, on avait pris l'habitude de bêtement faire un quota dans les prises de parole, et puis d'organiser même rituellement le fait que tout le monde prenne la parole, et de faire des ateliers pour ça, et c'était des ateliers mixtes, par exemple, pour qu'un garçon apprenne à laisser la parole à une fille. Pour qu'ils le voient aussi, pour qu'il y ait une visibilité. C'est ça, c'est ça. Mais sauf que là, ils vont faire ça. Enfin, moi, je trouve ça très bizarre. Mais enfin, chacun fait ce qu'il veut. C'est comme ça. Alors, je voudrais continuer à avancer comme ça dans les différents positionnements. La violence mafieuse, donc ça a été le cours suivant. Elle, c'est par contre très très concrètement une concurrence sur les facteurs de l'intégration. Que ce soit à l'intérieur du groupe mafieux, qui est un groupe qui exige une extraordinaire intégration, que dans son interaction avec la société en général, où la violence mafieuse va concurrencer la violence policière, pour être plus précis, où la légitimité de la violence mafieuse va contester la légitimité de la violence policière, sur quoi ? Sur ce qui est sacré, sur ce qui est au centre. En l'occurrence, 3 choses. Ce qui est à nous, Cosa Nostra, Dieu et la famille. Et le rapport au temps, la temporalité. Je vous en veux pas, moi aussi je surveille mes mails en même temps. Parce que j'attends peut-être une conférence téléphonique à midi. Il faut être super réactif. Bon. Alors, j'ai pas fait tous les schémas, c'est vilain, hein, mais bon. Intéressant. Pas trop bruyant, mais intéressant. Alors, le dernier thème qu'on a traité, c'est la violence policière. Alors, pour votre gouverne, et si vous avez envie de vous en inspirer pour vos dossiers, que j'espère vous avez déjà commencé et bien avancé, les thèmes qui auraient été les thèmes suivants auraient été l'émeute, l'incarcération et la torture. Mais on n'a pas eu le temps d'en parler. Alors, la violence policière, c'est pour moi, en fait, le reflet très exact, l'opposé symétrique très exact, et notamment dans le schéma que je fais systématiquement, que je ne vais pas refaire au tableau entre solidarité organique et solidarité mécanique, le reflet très exact de la violence symbolique. Et de quelque chose qui précède et organise la violence symbolique, qui est la violence administrative. Il faut se mettre que ce que je suis en train de dire ne doit pas souffrir d'un jeu sur les mots. Quand on parle de violence administrative, on peut en parler. Pourquoi ? Parce que la violence policière n'est jamais, en réalité, que la force mise à disposition de l'administration pour faire respecter un ordre qui comprend une violence symbolique.
Aïe, c'est clair? La délégation de pouvoir. Pardon? C'est la délégation de pouvoir. Non, c'est la délégation du droit à la force, à l'usage de la force, de manière légitime pour atteindre à l'intégrité physique et psychique des individus. Alors, au commencement était la violence symbolique. Qu'est-ce que c'est que la violence symbolique? Hop, hop, hop. Revenez à cette histoire de colle dont je parlais au début du cours, d'adhésivité, d'identité. Qu'est-ce que c'est que la violence? Vous jamais eu de cours sur Bourdieu? Bon, bah alors la violence symbolique, qu'est-ce que c'est? Le système qui est établi de manière hiérarchique en rendant la reproduction des liens de hiérarchie légitimes. Vous êtes sur la bonne piste, mais je vais faire le prof. Quand vous avez une copie à écrire ou une pensée à faire, c'est beaucoup plus pratique d'avoir des idées claires que des idées confuses. Je vous suggère donc de mettre à votre propre disposition des idées claires. Et vous y êtes presque. La violence symbolique, c'est l'expression d'une domination à l'intérieur d'un système hiérarchique. Cette expression, elle peut être volontaire ou involontaire, elle peut passer aussi bien par une position dominante, un goût dominant, une pratique qui rappelle cette domination, une façon de... Donc c'est n'importe quelle expression d'un rapport de domination à l'intérieur d'une hiérarchie sociale. Et quelqu'un qui revendique fièrement une position de dominé subit ou déploie de la violence symbolique parce qu'il rappelle cette hiérarchie et ses rapports de domination. Donc voilà ce que c'est que la violence symbolique. Vous voyez? C'est aussi simple que ça. Bon. Et donc, quelle est la condition sine qua non de l'existence d'une violence symbolique? Qu'est-ce qu'il faut absolument, fondamentalement? Ben oui, il faut qu'il y ait une hiérarchie. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait une hiérarchie? Hein? De la solidarité organique, c'est-à-dire de la différenciation, de la spécialisation, surtout de la différenciation. Bon, vous pourriez me dire, et vous auriez raison, on peut organiser de la violence symbolique avec seulement 2 groupes, les bons et les mauvais, par exemple. Ça suffit. La plupart du temps, quand vous avez des systèmes de caste, il y a au moins 5 ou 6 groupes. Vous allez retrouver, par exemple, le chef, le prêtre, le militaire, le commerçant, et puis ceux qui travaillent, pour aller vite, n'est-ce pas? Ou les impurs, ou ceux qui travaillent avec leurs mains, enfin voilà. Vous allez avoir au moins, même dans un système de caste, au moins 5 ou 6 catégories. Dès lors qu'on est là, on est effectivement dans un rapport d'interdépendance, et plus vous divisez, plus vous hiérarchisez, plus vous produisez de lieux, d'occasions, d'expression de la violence symbolique. Donc, la création d'un système extrêmement bureaucratique, la création de systèmes extrêmement différenciés, la création de sociétés dans lesquelles on est moins tenu par une communauté, par une identité ou par tout simplement une identité, le fait d'être identique, plus on est séparé, plus il y a de la violence symbolique. Or, j'aime bien ce terme de violence symbolique. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement un rappel que dans une société très diversifiée, il faut sans cesse acquiescer à la domination qu'on subit. Voilà. En d'autres termes, si on prend les choses exactement dans le sens inverse, plus une société est divisée, plus elle est ambiguë, c'est-à-dire plus elle doit sans cesse justifier des inégalités de statut et des inégalités dans l'accès aux biens. C'est aussi simple que ça. Et par ailleurs, plus une société est divisée, plus elle va devoir le justifier de manière spécifique. Et finalement, quand il y a une infinité de statuts et de positions hiérarchiques, il n'y a plus de discours clair possible pour justifier l'inégalité.
Alors, comment on peut faire? Dans un système simple, on peut dire c'est Dieu. Dieu a décidé, par exemple dans la mythologie persane, dans le Shahnameh, le roi Firdoussi un jour a décidé qu'il y aurait telle et telle organisation sociale. Dans le système de croyance des mythologies nordiques, chez les Vikings, tenez par exemple, on va dire oui, un jour il y a tel dieu qui est passé, puis il a couché avec des gens très nobles, des paysans soldats, et puis avec des esclaves. Et ça a donné 3 lignées. Vous pouvez dire, dans un système indien, les dieux ont défini tel système de caste. Bon, peu importe. Vous pouvez rapporter ça à l'ordre divin. Et en disant, dans le fond, notre ordre est fait sur le modèle d'un ordre supérieur. C'est ce qui justifie les inégalités et qui justifie les dominations, et ce qui permet à chacun, à chaque fois qu'il est face à une violence symbolique, de trouver une solution, une justification, un positionnement. Bon. Dans un système comme le nôtre, c'est plus difficile. Vous pouvez avoir quand même des modes de justification. Par exemple, vous pouvez avoir un mode de justification économique. L'inégalité produit un peu plus de prospérité pour tous. Vous pouvez dire, l'État assure à chacun un minimum, mais après, ce sera à chacun selon son mérite. L'État assure un minimum à chacun pour que les inégalités héritées ne soient pas trop importantes, mais après, tout le monde a sa chance et tout le monde peut réussir, et chacun selon son mérite. Vous pouvez dire, il y a des inégalités justifiées par des différences d'expertise ou de qualité, mais nous allons vers des lendemains qui chantent dans lesquels tout le monde sera également prospère. Et donc le sacrifice du moment sera rémunéré plus tard. Bon. En d'autres termes, vous pouvez tenter par un discours fédérateur de rétablir un certain niveau d'intégration. Quand il y a échec, c'est-à-dire que l'ordre ne suscite pas suffisamment d'adhésion, d'intégration pour que le mode de régulation des conflits, qui est discriminant, la répartition des biens, des richesses, des prestiges, crée du conflit, crée de la révolte, alors il a besoin d'une fonction pour que tout fonctionne, il a besoin d'une fonction supplémentaire, puisque tous les agents n'acceptent pas le fonctionnement, il a besoin d'une force de régulation policière, c'est-à-dire d'un usage de la force pour la protection de l'ordre. Donc vous voyez, c'est un espèce de mécano très simple. Il existe de la violence symbolique correspondant à un ordre. Si cette violence symbolique n'est pas acceptable, dès qu'elle n'est pas suffisamment acceptée par tous les agents, alors on a besoin d'une force policière. J'ai insisté beaucoup dans les vidéos au début sur cette idée-là, parce que si on compte non pas en nombre d'humains ayant existé, mais en nombre de civilisations ayant existé, les cultures ayant besoin d'une police pour fonctionner sont l'exception beaucoup plus que la règle. La plupart des systèmes sociaux dans l'histoire n'ont pas eu de police ou de tribunaux organisés. Les choses se réglaient par la tradition, par l'intégration. C'est seulement un système régulé qui entend se maintenir par un principe de régulation qu'on va identifier et distinguer une fonction policière qui est en fait bêtement une fonction de maintien d'un ordre. Quand on entend maintien de l'ordre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une mouche qui vole. Ça veut dire que la façon de faire, l'ordonnancement des choses est respecté. Par exemple, dans le maintien de l'ordre en France, il faut absolument que les gens puissent manifester, comme c'est la tradition depuis très longtemps, on manifeste selon un rituel bien précis, etc. Mais ça fait partie de l'ordre. Le maintien de l'ordre, c'est aussi ça. Il faudrait peut-être quasiment parfois payer des policiers pour organiser des manifestations, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que ça fait partie de l'ordre des choses. Ça fait partie de l'ordonnancement de la société française. Bon.
Il y a usage de la force. Bon, parfois c'est du pur arbitraire, mais ça, c'est un fait social pathologique et pas un fait social normal. Il y a usage de la force lorsque seule la force apparaît à l'administration comme un moyen de rétablir l'ordre. En d'autres termes, lorsqu'on touche à du non négociable. L'ordre français, par exemple, comprend une énorme part de négociable. Enfin, une énorme. Contient une part de négociable. Il contient aussi du non négociable. Vous pouvez vous asseoir sur un boulevard et l'occuper un certain temps et empêcher la régulation des flux. C'est négociable. Vous ne pouvez pas, devant des forces de l'ordre, envoyer un cocktail Molotov sur un McDonald's. C'est interdit. Mais vous pouvez vous asseoir devant et faire une action de slow food. Ça, c'est négociable. Donc, vous voyez, il y a du oui, mais manger avec du savoir-vivre, des bonnes choses, des bons produits. Ben moi j'ai imaginé ça en fait au lieu de le faire flamber, enfin j'ai imaginé ça à partir d'actions faites en Italie, fait beaucoup plus simple, mettre 300 personnes en train de bien manger devant un McDo, vous l'empêchez d'ouvrir pendant une semaine en mangeant là convenablement, c'est aussi simple que ça. Bon, et puis s'il y a quelqu'un qui veut vraiment aller au McDo, vous savez quoi, vous lui faites un câlin et vous lui dites vas-y, et voilà, il faut... Bref, moi je suis un pacifiste, mais c'est comme ça. Et puis j'aime la bonne bouffe par ailleurs. Bon, alors, ce qui est intéressant, là, ce qui est vraiment intéressant de comprendre, c'est que la violence symbolique, c'est celle qui correspond vraiment à un excès de régulation, ou même tout simplement au début de la régulation. C'est-à-dire que la solidarité organique, c'est immédiatement porteur de violence symbolique. En d'autres termes, tout simplement, d'une action anti-symbolique. On détruit des signes de reconnaissance réciproque dans la solidarité organique. On détruit cette adhésivité-là. Et c'est violent. Essayez de comprendre cela. C'est violent. Mais par conséquent, celle qu'on oppose, et c'est ce que je vous disais au début du cours, à un moment donné, la violence policière, c'est celle qui fait à un moment donné abstraction du régime normal du droit. Par exemple, un système de régulation qui garantit à chacun son intégrité physique et psychique, pour dire, ben voilà, dans le fond, rappelez-vous que corps à corps, nous nous appartenons, en un sens. Que ce qui est là, c'est d'abord des ensembles de corps. Et c'est par le corps qu'on contraint les individus à rentrer dans le mode de régulation. Alors ce qui est marrant, c'est que dans nos sociétés, on sort de ce paradoxe quand on arrive à l'étape de l'incarcération. Si elle était à la lettre, respectueuse de notre droit, elle consisterait justement dans le renoncement à la violence et dans le fait de ne priver l'individu que de son droit à la mobilité, en s'interdisant de toucher à son corps. Là, on revient à un pur principe de régulation, c'est-à-dire la prison comme tout simplement disposition pour faire cesser à un individu sa mobilité. C'est-à-dire en fait son efficacité sociale. On retire à l'individu son efficacité sociale sans toucher à son corps. Bon, voilà. Je vous propose donc de garder en mémoire de ce cours cette opposition première qu'il y a entre la violence et la violence symbolique, comme appartenant vraiment, comme correspondant vraiment, structurellement, à deux types de solidarité. Sur ce, c'est fini, je vous souhaite bonne chance pour votre examen, amusez-vous bien, regardez les vidéos, tout ça. Voilà.